Bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de Diablement Historique, mon podcast où j'interviewe des collègues historiens ainsi que d'autres collègues streamers sur Twitch, à qui on pose plein de questions et à qui on demande de faire une chronique sur une thématique qu'ils connaissent bien. On commence ce nouvel épisode dès maintenant. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, pour cette édition assez spéciale, je dirais, là, du podcast Diablement Historique sur la guerre en Ukraine. Bien content d'explorer ce sujet-là vraiment avec une super invitée qui est Sophie Marino, une ancienne collègue de maîtrise en plus que je retrouve après quelques années, là, justement, où on a comme un peu perdu contact. Donc, bien heureux de l'avoir avec moi. Sophie, qui est historienne doctorante en histoire des relations internationales à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Elle a fait son mémoire de maîtrise justement sur le cas de l'Ukraine et le cas de l'Afghanistan. Donc, plus précisément, son titre de mémoire de maîtrise, si jamais ça vous intéresse, c'est l'usage des sanctions économiques et diplomatiques dans la gestion des crises internationales, étude des cas d'Afghanistan 1979 et d'Ukraine 2014. Donc, salut Sophie, bienvenue à toi. Merci de m'avoir invité. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup à toi de t'être prêté au jeu et merci beaucoup justement d'arriver un peu dans mon univers que j'ai bâti un peu depuis 4 ans sur Twitch parce que là, pour ceux et celles qui nous écoutent en différé, on est finalement, c'est ça, en enregistrement de podcast, mais en live sur ma chaîne Twitch. Donc, au courant de l'entrevue, il va y avoir des questions du public qu'on va prendre et qu'on va comme intégrer au fur et à mesure de l'enregistrement, en plus des questions qu'on a déjà prévues. Alors, simplement là, pour avertir pour ceux et celles qui nous écoutent en différé, écoute, Sophie, pour permettre aux gens de te connaître un peu mieux, j'aurais le goût de te poser une petite question d'intro, en fait. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser, comme historienne, plus précisément à l'histoire des relations internationales puis à la Russie? Qu'est-ce qui t'a amené là? Quand j'ai commencé ma maîtrise, en fait, c'était au début, à la fin de 2014, donc la guerre en Ukraine venait de commencer. Donc la guerre, ça a commencé en février-mars 2014. Euh, donc ça venait tout juste de commencer, puis je m'intéressais déjà à la Russie. Donc au bac, j'ai fait toutes les cours d'histoire qui touchaient de près ou de loin à la Russie, à l'Union soviétique, puis à l'histoire européenne. Puis à la maîtrise, j'ai eu la chance en fait, de pouvoir être dirigée par justement un prof que sa spécialité, c'était la Russie et l'espace ex-soviétique. Puis, avec la crise qui a commencé, il m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai dit oui. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à travailler sur l'Ukraine. Puis, après avoir gradué en 2017, j'ai essayé de travailler sur autre chose, mais on revient souvent aux sanctions dernièrement. Donc, plus cette guerre-là se développe, puis plus on me ramène sur les sanctions et on me ramène sur le sujet. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes de l'histoire ukrainienne et de la politique étrangère russe. Non, ben surtout au Québec, j'imagine que c'est quand même une denrée rare. Vous devez pas être beaucoup en ce moment là, dans les historiens ou les politologues, ou peut-être plus, j'imagine, dans les politologues et les gens qui sont plus en relations internationales. Mais clairement, dans les historiens, c'est clair que vous devez pas être beaucoup. On n'est pas beaucoup. Il y en a quelques-uns à l'Université Laval. Là, c'est sûr que, mettons, il y a une prof en sciences politiques qui s'appelle Aurélie Campagna. Elle est vraiment très forte sur l'histoire post-soviétique, sur l'espace post-soviétique, pardon. Il y a des gens aussi en relations internationales, là, comme tu dis, ou aux études internationales, mais oui, les historiens, je suis pas mal toute seule. Puis, rappelle-moi, le prof avec qui tu avais étudié, c'était bien René Olukic, hein? Oui, c'est lui qui m'a dirigé à la maîtrise. Donc, voilà, je pense que tu avais en plus René Olukic il me semble qu'il est croate d'origine. Oui, ouais. Il est né en Yougoslavie dans le temps du régime communiste, puis ensuite il est allé étudier en Suisse, aux États-Unis, puis il a fait sa carrière à l'Université Laval avec nous. Donc, c'est le cas de le dire, hein, il a carrément été dans le feu de l'action, on va dire, là, du sujet qu'il a étudié avant de devenir vraiment historien de ce sujet-là. Quand même Mm. intéressant d'avoir comme vécu une espèce un morceau, là, finalement, d'histoire. Puis après ça, d'étudier vraiment le sujet comme historien, comme spécialiste, là, c'est ouais, quand même un beau parcours. Ouais. Il est vraiment passionnant. L'écouter parler, c'est vraiment passionnant. C'est le fun. Ouais, justement, on avait eu un cours ensemble avec lui, toi et moi, là, au début. Moi, c'était le début de ma maîtrise. Toi, tu avais déjà commencé depuis un petit moment. Mais oui, je me rappelle, là, c'était intéressant, là, justement, d'écouter ses témoignages, ce qu'il avait à dire à propos de ça, puis toute son expertise d'historien à propos de ce sujet-là. C'était ouais, bien intéressant. Mm. D'ailleurs, justement, ça m'allume une autre question, en fait, parce qu'on s'entend, tu étudies un sujet qui est quand même assez récent et proche de nous. Souvent, les historiens, puis c'est un peu mon cas aussi parce que moi, je me suis intéressé aux rébellions des patriotes. Mais souvent, on va avoir tendance à étudier des sujets puis des personnes qui sont décédées depuis très longtemps.
des guerres, des conflits qui sont finis vraiment depuis des dizaines, voire même des centaines d'années ou des millénaires. Mais toi, comme historienne, tu as décidé vraiment de t'intéresser. Puis si je me rappelle bien du terme que tu employais dans le temps qu'on étudiait ensemble, c'était vraiment l'histoire du temps présent, c'est ça? Oui, l'histoire du temps présent ou l'histoire immédiate. Donc, on s'intéresse, en fait, on s'intéresse à des concepts, à des conjectures, puis à des phénomènes qui sont en place depuis des dizaines d'années. Mais comment ces phénomènes-là ou ces conjectures-là vont avoir en fait des conséquences sur ce qui arrive aujourd'hui. Donc, présentement, je travaille sur les sanctions, sur la guerre en Ukraine, mais quand j'étudie ça, ben, je pars de l'indépendance de l'Ukraine, là. Donc, je pars des années 90, c'est 89, 90, 91, puis on remonte tranquillement jusqu'en 2022. Euh, donc voilà, donc oui, en fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça se trame déjà, c'est déjà en cours depuis des dizaines d'années, puis c'est l'aboutissement en fait de phénomènes ou de contextes, de conjectures, tout ça qu'on voit. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est dans l'espace. Je reste toujours connectée pas mal à la Russie, donc l'espace post-soviétique, politique étrangère russe, relations avec l'Union européenne, donc c'est pas mal ça mon turf. Puis, ben, justement, quand je lisais tantôt ton titre de mémoire de maîtrise, tu as étudié donc, tu as comparé finalement l'Afghanistan avec l'Ukraine. Puis sur le coup, je ne m'attendais pas à voir, parce que je savais que tu avais étudié l'Ukraine, mais je me souvenais plus pour l'Afghanistan. Puis c'est un pays, honnêtement, que je connais vraiment très peu. Donc, peux-tu me dire un peu, dans le fond, l'Afghanistan aussi a une histoire peut-être d'occupation avec la Russie ou... Oui, exactement. Donc, c'est à la fin des années 70, début des années 80. Il y a une crise politique en Afghanistan. Et on se rappelle, là, c'est la guerre froide. Donc, le bloc soviétique essaye un peu de tirer des alliés de son bord. Les États-Unis essaient de tirer des alliés de leur bord. Et là, il y a un régime qui se met en place en Afghanistan. Euh, les Russes ont peur que ça soit un régime un petit peu plus pro-américain. Euh, et il ne faut pas oublier, je vais vous partager, je crois que j'ai une bonne map pour ça. Euh, donc, l'Afghanistan, c'est pas très loin des frontières de l'Union soviétique. En fait, on a une frontière avec l'Union soviétique. Donc, tout ce qui est en rouge ici, ça faisait partie de l'Union soviétique en 1980. Ouais, Donc, ben on a oui. une frontière commune. Donc là, en fait, le calcul de Moscou, c'est relativement simple. Est-ce qu'on va se retrouver avec un pays euh, pro-américain à notre frontière au sud? Donc, est-ce que c'est ça qui va arriver? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Et à ce moment-là, l'Afghanistan demande l'aide de l'Union soviétique pour essayer de ramener une situation un petit peu plus stable dans le pays. Donc, l'Union soviétique débarque, ils vont destituer le président en place, ils vont placer l'ancien ambassadeur afghan en Tchécoslovaquie, donc un petit peu plus pro-communiste au pouvoir. Et ils vont essayer de reprendre le contrôle sur tout le pays, comme les Américains ont essayé de faire en fait là, dans les dernières années, mais avec des ennemis différents à ce moment-là. Mais ils vont être environ... la guerre va durer un bon 7 ans, puis ensuite, ils vont se retirer progressivement. En fait, ils vont être là pendant environ 9 ans. Ils vont s'enliser, il va y avoir des pertes matérielles, des pertes humaines. Ils ne réussiront jamais à reprendre le contrôle du pays. Donc, ils vont finalement quitter complètement le sol afghan en 1989. Évidemment, quand l'Union soviétique envahit l'Afghanistan, c'est la première fois qu'elle va intervenir à l'extérieur des frontières du pacte de Varsovie. Donc, le pacte de Varsovie, c'est l'Europe de l'Est, plus tous les pays qui font partie de l'Union soviétique à ce moment-là. Donc, elle intervient en dehors de ses frontières et en dehors de, je dirais, en fait, ce qu'on appelle son étranger proche, là, donc vraiment les pays dans lesquels elle intervient d'habitude. Donc, aux États-Unis, c'est perçu comme une grosse menace et il va y avoir des sanctions qui vont être mises en place à la suite de cette invasion-là et qui vont durer jusqu'en 1900. Ben, tout dépendant. Là. Il va en avoir jusqu'en 87, 88, 89, jusqu'à temps qu'il se OK, retire quand même. complètement. Ouais. Quand même, ça a duré un bout de temps, quoi, une bonne dizaine d'années environ? Ouais, ben total, là, mettons, sont arrivés Noël 79, puis ils quittent printemps 89. Ouais, fait Donc, carrément une presque. décennie au complet. Ouais, presque.
Ah, quand même, ben, tu vois, tu m'en apprends une vraiment, là. C'est un cas assez intéressant que je connaissais pas du tout. Donc, bien content de voir, là, justement, que tu as étudié ça dans le cadre de ta maîtrise. Déjà, quelques commentaires qui commencent un peu dans le chat. Jobebo qui dit l'économie de la Russie est en train de s'écrouler. Philou Duba qui dit je crois qu'ils ont demandé à avoir l'euro comme monnaie pour relever leur économie. Et Norm Ferguson qui dit ils ont demandé à leurs clients de les payer en roubles pour faire monter la valeur de leur monnaie, donc de leur économie. Justement, pour tout ce qui se passe au niveau économique pour la Russie, ben, j'imagine que ça va pas bien en ce moment. Non, exactement. Il y a des sanctions qui sont en place depuis 2014 Hmm. contre la Russie, mais le package qui a été mis en 2022 est vraiment extrêmement plus sévère que ce qui a été mis en 2014. Donc, les sanctions de 2014, euh, on pourrait revenir là, si ça vous intéresse, mais c'était vraiment des secteurs très, très comment dire ça? Ils ont visé certains secteurs, mais ils ont fait exprès d'omettre les secteurs les plus importants pour être sûr d'avoir le moins de répercussions sur l'économie européenne et sur l'économie américaine. C'est sûr que c'est plus les Européens qui ont des gros échanges avec la Russie, donc c'est surtout l'Union européenne ici là, qui va essayer de limiter les impacts, en fait. Euh, mais oui, la Russie a demandé, en fait, que tous les paiements soient faits en roubles. C'est c'est assez particulier comme mesure parce que normalement, ça enfreint les contrats. Donc, si on signe un contrat avec une compagnie puis on s'entend pour être payé dans une certaine devise, souvent, c'est le dollar américain. Si on parle des hydrocarbures, c'est vraiment le dollar américain est maître dans ce secteur-là. Mais si on exige des pays qui payent dans notre devise, ça crée artificiellement une demande pour notre devise, alors que présentement, il n'y a pas de demande pour le rouble. Donc, toujours, tout le monde essaie de vendre ses devises. Donc, ce qui fait dévaluer la monnaie énormément. Mhm. Donc, si on force les gens à nous payer en rouble, ça crée artificiellement une demande. Donc, ça fait remonter artificiellement la valeur de notre devise. Donc, c'est sûr que c'est ce qu'ils essayent de mettre en place. Après ça, c'est ce qui est annoncé. Est-ce que c'est ce qui s'applique? Entre compagnies privées, on le saura. Ça, c'est pas le genre d'information auquel on a accès. Fait que je ne pourrais pas vous donner une réponse sur est-ce qu'ils l'ont vraiment mis en place. Ils ont dit qu'ils allaient le faire. Après ça, peut-être qu'il y a des compagnies à l'international qui vont dire OK, peut-être qu'il y a des compagnies qui vont dire non. Fait que ça va dépendre avec qui ils vont échanger. Voilà. Il y avait une question sur l'euro. La Russie a demandé l'euro. Ouais, il y a quelqu'un qui, ben, c'est Philou Duba qui disait je crois qu'ils ont demandé à avoir l'euro comme monnaie pour relever leur économie. Je ne suis pas certaine de comprendre la question. Là. Dans le fond, la Russie ne fait pas partie de l'Union européenne, donc elle ne peut pas avoir accès à l'euro comme monnaie Ouais, hein, c'est nationale. ça. Mais peut-être que c'est une manière de contourner les sanctions américaines parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, si par exemple on essaye de trader dans une autre monnaie que le dollar américain, peut-être qu'ils ont plus accès à certains marchés. Je ne sais pas si c'était ça la question, mais c'est certain que la Russie ne peut pas changer le rouble pour l'euro comme monnaie nationale. Et ce qui est intéressant avec l'euro, c'est que c'est une monnaie qui est extrêmement exigeante. Donc, ce n'est pas toutes les économies de l'Union européenne qui sont capables à supporter. OK. Il y a des pays, en fait, là, qui n'ont pas encore adopté l'euro. Il y a des pays qui se sont entendus pour ne jamais adopter l'euro, soit parce Mhm. que leur monnaie valait trop cher ou pas assez cher, tout dépendant. Mais disons, la Croatie, présentement, n'a pas l'euro et le Danemark, mais pour deux raisons complètement différentes. Donc, le Danemark parce que sa monnaie vaut trop cher et la Croatie parce que son économie ne serait pas capable de le supporter. Donc, c'est sûr que l'économie de la Russie, non seulement elle ne fait pas partie de l'Union européenne, mais l'économie ne serait absolument pas capable de supporter l'euro, qui est une devise qui vaut beaucoup trop cher pour la situation économique en Russie actuelle. OK. Ah, c'est intéressant. Puis c'est intéressant de voir aussi comment il y a des pays finalement qui n'adoptent pas l'euro, mais comme tu disais, pour des raisons qui sont comme complètement différentes. Ouais. Fait que vraiment, puis ça met en lumière aussi là, justement la situation économique, sociale assez particulière, là, justement, propre à ces pays-là. Ouais, vraiment intéressant. Chilal dans le chat qui parle des sanctions, c'est plus un commentaire vraiment qu'une question générale, mais je trouve ça intéressant. Il dit les sanctions faites par les grandes entreprises, comme le retrait des réseaux sociaux, créent un effet inverse et va enterrer les Russes dans une isolation, qu'il dit. Oui, c'est vraiment intéressant ça comme concept parce que quand on parle En fait, quand on s'intéresse au débat sur l'efficacité des sanctions, il y a des facteurs qui favorisent le succès d'un régime de sanctions. Il y a des facteurs qui vont limiter les succès en fait, des régimes de sanctions ou qui vont favoriser un échec, là, on peut le dire comme ça. Et oui, en fait, quand on isole une population, on peut avoir les deux effets. Donc, on peut avoir l'effet que la population va se rebeller contre ses dirigeants
Et en faisant pression sur la population, on espère que la population, à son tour, fasse pression sur ses dirigeants. Donc, on essaye, l'objectif, c'est de créer un certain divorce, justement, entre les élites politiques et la société civile, en espérant que l'une fasse pression sur l'autre pour apporter des changements. Par contre, le phénomène inverse, qu'on appelle le rally around the flag, donc c'est exactement ça. Donc, les Russes, par exemple, qui considèrent qu'ils ne devraient pas être mis sous sanction, donc qu'ils ne devraient pas être visés par des sanctions, peuvent se rallier directement vers le régime et dire, ben, tu sais, moi, je suis d'accord avec ce que tu fais. Nous, on ne devrait pas être visés par des sanctions, donc vas-y, tu as notre aval pour continuer. Donc oui, l'isolation peut avoir un effet pervers. Donc, ça dépend. C'est toujours un peu un coup de dé. Là. Donc, il y a des situations où est-ce qu'on le sait que la population peut faire plus pression. Par contre, disons, dans un régime qui n'est pas démocratique, un peu plus autoritaire ou carrément dictatorial, je ne dis pas que la Russie, c'est une dictature, mais il y a des régimes dans le monde où est-ce que la population préfère ne pas s'opposer justement à ces dirigeants politiques parce qu'ils ont peur que ça se retourne contre eux aussi. Donc, il peut avoir ce climat de peur-là, il peut avoir ce climat d'isolation-là. Ce qu'on oublie en Russie aussi, c'est que même si Vladimir Poutine il est moins populaire qu'avant, le moins populaire est quand même probablement 2 fois plus populaire que tous les politiciens qu'on a ici. Donc, il y a encore un taux d'approbation d'au moins 60 %. Donc, c'est sûr qu'en 2014-2015, on était en haut de 80. On était dans le prime de l'invasion, donc la Russie venait d'annexer la Crimée. C'était une prise excellente pour les Russes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Ukrainiens en Crimée, c'est principalement une population qui est russophone. Donc, on réparait une erreur du passé, en fait, qui avait été commise en 1954. Donc, vraiment, Vladimir Poutine a scoré, on va le dire comme ça, en 2014 auprès de la population russe. Après ça, oui, ça s'est progressivement... en fait, son taux d'approbation s'est progressivement stabilisé. Puis les plus jeunes générations s'opposent un petit peu plus facilement au régime. Mais encore là, on dit ça, il faut le dire rapidement parce que ce n'est pas une grande marge de la population qui va s'opposer farouchement au régime, qui va sortir dans les rues. Donc, les Russes ne sont pas reconnus pour s'opposer à leur régime et ce n'est pas juste une question de peur. Donc, c'est une question aussi comment dire ça? Il y a une grande valeur pour eux à la stabilité politique. Donc, on va le dire comme ça. Donc, on peut parler de conformisme à ce moment-là, probablement. Donc, ce n'est pas juste une question de peur, mais il y a beaucoup de conformisme, il y a de la passivité. Donc, on veut pas déstabiliser le gouvernement en place, on ne veut pas déstabiliser les élites. Voilà. Justement, par rapport à ça, toi, de rajouter un commentaire au niveau là, vraiment du contrôle de l'information qui sort au niveau du pays. Il nous dit la Russie détient déjà une sorte d'Internet interne et un contrôle de l'information. C'est plus les informations qui sortent de la Russie qui sont impactées par la coupe des Facebook et compagnie. Oui, les deux, en fait. C'est sûr qu'il y a des compagnies privées, justement, qu'on n'a plus de plateforme. Par contre, avec un VPN puis une coupe de proxy, c'est quand même c'est possible d'avoir accès à de l'information. Il ne faut pas oublier qu'il y a des collectifs aussi, comme par exemple Anonymous, ça va être le plus connu, mais il y a beaucoup de collectifs et de white hackers, je pense qu'on dit, donc des gens qui ont une conscience sociale et qui essayent de faire passer de l'information en Russie. Donc, c'est sûr qu'avec Internet, il y a possibilité de faire rentrer de l'information. Pour l'information qui sort, effectivement, c'est de plus en plus hermétique. Donc, on a de moins en moins d'informations. Il y a des journalistes qui ont carrément fui le pays parce que, justement, ils ne voulaient pas se faire emprisonner ou ne voulaient pas se retrouver dans une situation particulièrement difficile où est-ce que ça aurait pu être dangereux pour eux ou pour leur sécurité. Donc, ils ont quitté. Donc, on a de moins en moins d'informations et c'est certain que les journalistes russes sont victimes de censure. Donc, il y a une énorme censure en Russie. Sur Internet, des fois, elle peut être contournée. Par contre, c'est sûr que sur Internet, c'est pas tout le monde qui est à l'aise à aller chercher des informations. Donc, il y a des générations qui sont absolument dépendantes de la télé et de la radio, qui sont contrôlées par l'État à ce moment-là. Donc, surtout les plus jeunes générations. Oui, exact. Ben, les plus jeunes générations sont plus à l'aise à aller sur Internet, à aller chercher d'autres informations, à aller chercher des sources alternatives. Les réseaux sociaux, là, cette guerre-là est partout, là, sur TikTok, sur Instagram, exact. sur Facebook, sur Twitter, c'est partout. Mais il faut que ça soit dans notre génération d'avoir le réflexe d'aller regarder ces plateformes-là. Là. Tout à fait. Puis, écoute, tout ce qu'on dit là, justement, ça me permet de rebondir un peu là, sur la première question que je t'avais préparée.
La deuxième plutôt, vu que la première, c'était sur ton intérêt sur le sujet. Donc, justement, si on se ramène un peu plus à l'Ukraine, est-ce que tu peux nous parler un peu plus, justement, de l'histoire des relations entre la Russie et l'Ukraine? Comment tout ça a commencé, puis comment tout ça s'est build-up jusqu'à ce qui arrive aujourd'hui, là, finalement, en 2022? Oui, donc l'Ukraine fait partie de l'Union soviétique jusqu'en 1991. Donc, à la fin de l'été, au mois d'août, elle déclare son indépendance, qui n'est pas reconnue tout de suite par Moscou, mais c'est une question de mois avant que l'Union soviétique se désintègre, donc le 25 décembre 1991. Donc, l'Ukraine se retrouve indépendante à ce moment-là, comme les 13 autres républiques ex-soviétiques qui formaient l'URSS. Donc, il y a vraiment deux périodes différentes quand on parle des relations entre l'Ukraine et la Russie. Donc, il y a la période où est-ce que Boris Eltsine était le président de la Russie, donc avant Vladimir Poutine, donc avant 2000, donc de 91 à 1999, 91 à 2000, et après une période où est-ce que Vladimir Poutine prend le pouvoir en Russie. Donc, la première période, dans les années 90, je dirais que c'est une période qui est beaucoup plus... On voit beaucoup de prudence en fait, du côté des deux pays. Donc, autant l'Ukraine qui vient de gagner son indépendance, qui apprend à justement gérer sa souveraineté, et la Russie, qui était une province de l'Union soviétique au même titre, là, avec plus de pouvoir, mais quand même, c'était une province de l'Union soviétique, qui apprend à gérer aussi sa souveraineté, à gérer avec toutes les anciennes républiques qui sont maintenant des pays souverains, des pays indépendants. Donc, les premières 8-9 années, c'est sûr qu'il y a beaucoup de prudence, donc on essaye de faire des compromis, on essaye d'avancer ensemble plutôt que de se nuire. C'est sûr que ce n'est pas idéal. Là. On essaie de signer des partenariats, c'est pas facile, mais au moins, on est conscient de nos limites, puis on est conscient qu'on a besoin l'un de l'autre. L'Ukraine est encore très dépendante de Moscou parce qu'évidemment, les deux pays ont été liés pendant plusieurs décennies au sein de l'Union soviétique. Les années 90, ça brasse un petit peu aussi, mais beaucoup moins que ce qu'on voit récemment. Donc, la Crimée, par exemple, qui s'est fait annexer par la Russie en 2014, dans les années 90, elle voulait rejoindre la Russie ou elle voulait déclarer son indépendance. Donc, la Crimée a fait des référendums pour être indépendante et évidemment encouragée par Moscou, par la bande. Mais pendant que la Russie est occupée à gérer le conflit en Tchétchénie entre 1994 et 1996, ben, l'Ukraine en profite pour essayer de s'entendre avec la Crimée. On signe un nouveau partenariat, donc la Crimée va gagner un nouveau statut d'autonomie au sein de l'Ukraine, mais elle va rester au sein de l'Ukraine. Donc, les partenariats qu'on fait dans les années 90 ont réussi quand même à avancer. Donc, en Crimée, il y a une base navale aussi, on en entend parler beaucoup, la base de Sébastopol. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un héritage soviétique. Donc, cette base-là existe sous l'Union soviétique. Puis, quand l'Union soviétique se désintègre, on se demande à qui revient cette flotte-là. Donc, c'est une flotte qui est quand même considérable. Finalement, la Russie va garder 82 de la flotte, l'Ukraine va garder 18 mais ça prend plusieurs années avant de signer un partenariat, avant de signer un deal comme ça. Puis la Russie va signer un bail aussi avec l'Ukraine pour pouvoir conserver du personnel militaire et du matériel militaire sur son territoire. Donc, les années 90, on avance. C'est pas facile, mais on avance quand même. À partir de 2000, quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir, Vladimir Poutine, lui, son objectif, c'est plus de vassaliser l'Ukraine. Donc, on essaye de la faire revenir complètement sous l'influence russe par divers moyens. Dans les années 90, et ça s'envenime au début des années 2000, l'Ukraine, c'est un pays qui a... En fait, l'économie ukrainienne ne va pas bien. C'est un pays qui a énormément de dettes. C'est un pays qui est rongé par la corruption et la Russie s'en sert. Donc, au début des années 2000, Vladimir Poutine va échanger des remboursements de dettes contre des parts dans des compagnies ukrainiennes. Donc, on va effacer quelques milliards de dollars de dettes et ça monte jusqu'à 8-10 milliards de dollars, tout dépendant des années. Mais en échange, tu vas nous donner des parts dans des compagnies qui sont extrêmement prospères. Donc, ces compagnies-là, il y a des compagnies dans le domaine de l'hydrocarbure, il y a des compagnies dans le secteur des médias, mais il y a aussi des banques. Donc, tranquillement, la Russie ou des personnes en Russie, en fait, là, des individus vont être capables justement d'acheter des entreprises ukrainiennes. Donc, c'est certain que quand ton économie est contrôlée par des gens à l'étranger, c'est difficile d'avoir des réformes qui vont fonctionner et de sortir de ton système.
Donc, c'est ce qu'on voit au début des années 2000. Et en 2004, peut-être que vous en avez entendu parler, il y a la révolution orange en Ukraine. Donc, c'est le peuple qui se réveille et qui dit « Je refuse qu'on continue de se plier aux volontés de la Russie. » Donc, on conteste l'élection qui est truquée, puis on va élire un nouveau président qui est plus pro-européen, donc qui veut se tourner vers l'Europe. Mais évidemment, la Russie a déjà une bonne mainmise sur l'économie. Donc, toutes les réformes que le nouveau gouvernement essaie de mettre en place, la Russie les bloque les unes après les autres et s'assure d'aller collecter toutes les dettes possibles afin de s'assurer que les coffres de l'État ukrainien soient le plus vides possible. Donc, sans argent, c'est difficile de créer des réformes et d'amener du changement. Donc, c'est difficile de susciter des grands projets, de créer des emplois. Donc, la première révolution en Ukraine échoue complètement. Puis, après cette révolution-là manquée, revient au pouvoir un autre président un peu plus pro-russe et on recommence un cycle encore de on vend l'Ukraine au plus offrant en Russie et on a une influence de plus en plus grande sur, en fait, de la Russie sur la politique ukrainienne et sur le système ukrainien de manière générale. Et en 2014, en fait, en fin 2013, on rentre encore dans un cycle où est-ce qu'on veut créer une autre révolution. Peut-être que vous avez entendu parler le nom, c'est le Maïdan. Donc, c'est des manifestations qui vont éclater à Kiev. Encore une fois, on se rebelle contre le pouvoir en place, donc on veut se rapprocher de l'Union européenne. Et c'est ces manifestations-là, en fait, à Kiev, qui vont engendrer la crise qu'on connaît aujourd'hui. Puis, ben, justement, ces manifestations-là, je me souviens en 2013 puis début 2014, on en entendait énormément parler dans les nouvelles. J'étais tombé sur beaucoup, beaucoup de vidéos YouTube, justement, de gens, de manifestants qui appelaient au soutien, qui appelaient là, justement aux gens à les soutenir d'un peu partout. Ce mouvement-là, justement, de manifestation-là, je ne sais pas si tu sais, dans le fond, qui étaient un peu les principaux maîtres d'œuvre de ça, comment tout ça a commencé. En fait, la crise qu'on connaît aujourd'hui a commencé par une guerre civile pendant quelques mois. Okay. Donc, ça a commencé octobre-novembre 2013. Donc, en fait, ça a commencé par un sommet avec l'Union européenne où est-ce que le président ukrainien s'est reviré de bord à la dernière minute pour aller signer un partenariat avec la Russie pour obtenir un gros chèque. Et c'est ce qui a suscité il a enflammé les manifestations. Donc, il y a des gens qui sont sortis dans les rues à Kiev et qui ont réclamé la destitution du président, ce qui va arriver, en fait, à l'intérieur de quelques mois. Mais évidemment, le président encore en place va envoyer l'armée, va envoyer la police, l'anti-émeute, puis éventuellement l'armée contre les manifestants. Donc, ça va dégénérer dans les rues de Kiev. Mais on parle vraiment d'une guerre civile. Pour l'instant, il n'y a pas de force, il n'y a pas de militaires russes dans le domaine. Là. Donc, on peut peut-être penser qu'il y a de la désinformation, qu'il y a de l'ingérence via des attaques, peut-être des attaques, des cyberattaques, là, mais il n'y a pas de Russes qui vont enflammer les manifestations. Ils n'ont pas intérêt à le faire au début. Donc, ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'Yanukovych est destitué, il y a un nouveau président qui va être élu en Ukraine. Et là, je vais vous partager une autre map parce que c'est vraiment intéressant. Donc, ici, vous voyez la map en vert, c'est les gens qui parlent ukrainien et les régions en rouge, c'est les gens qui parlent russe. Mm-hmm. Donc, il y a deux langues officielles en Ukraine, il y a le russe et l'ukrainien. Et le nouveau président qui arrive en 2014 enlève le russe comme langue officielle. Mais c'est plusieurs millions de personnes qui parlent russe en Ukraine. C'est un peu... C'était vraiment institutionnalisé dans le gouvernement. Là. Officiellement, on avait décrété que c'était vraiment les deux langues officielles? Oui. Okay. Il y a toujours eu deux langues officielles, un peu comme nous. Okay. C'est différent, là. Notre histoire est vraiment différente. Mais tu sais, je veux dire, je connais pas la proportion par rapport aux Québécois et aux Canadiens anglais, mais ça reste que si le français était enlevé des langues officielles, évidemment, on aurait des manifestations ou on aurait des soulèvements de population. Ouais. Donc, ce qui arrive, c'est que... Est-ce que vous voyez mon curseur? Je pense que oui. Je vais juste revérifier. Oui, normalement, je pense qu'il le voit. Okay. Ouais. Donc, mon curseur est dans la région. Ici, ça, c'est Kiev. Donc, c'est dans une partie de l'Ukraine. Ouais, OK. Donc, ça parle ukrainien. Ouais. Par contre,
les régions ici, c'est là présentement où est-ce qu'il y a la guerre. Donc, les régions ici, quand le russe se fait retirer des langues officielles, ici, c'est des régions qui sont presque exclusivement russophones. Donc, il va y avoir des soulèvements de population dans ces régions-là. Et les russophones ukrainiens vont investir les bâtiments de l'administration fédérale et des administrations provinciales et prendre le contrôle, en fait. Donc, ça commence comme une guerre civile et ça dure pendant quelques mois. Donc, juste pour vous mettre un timeline, novembre 2014, ça commence à brasser à Kiev. On va destituer le président, éventuellement. En février 2014, la Russie va envahir la Crimée ici. Et après quelques semaines, les russophones ukrainiens vont se soulever dans ces régions-là. Mais au début, la Russie n'est pas impliquée à Kiev ni dans ces régions-là. La Russie rentre en Crimée. Donc ça, la guerre commence par une guerre civile ici, et une invasion ici. Mais les trois théâtres sont vraiment différents au début. On a affaire vraiment à deux théâtres où il n'y a que des populations civiles à l'interne qui vont se soulever. Puis vraiment, l'invasion militaire, elle n'est pas vraiment nulle part ailleurs qu'en Crimée, finalement. Exactement, au début. Mais ça va durer quelques mois. Puis après ça, ça va se répandre. Mais les deux régions ici qu'on voit, donc Louhansk et Donetsk, c'est là que ça brasse présentement, mais c'est là que ça a commencé aussi. La guerre qu'on connaît aujourd'hui, elle a commencé dans ces régions-là. Puis on a la Crimée dans le bas, qui est complètement contrôlée par la Russie depuis 2014. Donc, elle a été annexée. En fait, l'annexion de la Crimée s'est faite sans tirer une seule balle de gun. OK. Donc, il n'y a presque pas d'Ukrainiens. Et à la base navale qu'on voit ici en bas à gauche, le territoire de la base navale de Sébastopol, la Russie a le droit d'avoir sur place en tout temps un personnel militaire de 25 000 personnes. Donc, il y avait déjà des militaires en Crimée et il y a une bonne partie de la population de Crimée que soit ils parlent russe ou soit c'est carrément des militaires russes. Oh, OK, ouais. Donc il n'y avait pas énormément d'opposition à l'annexion de la Crimée à la Russie. C'est un peu ça que je comprends finalement. Exact. Il y en a eu. C'est sûr que les Ukrainiens qui vivent en Crimée et les Tatars, qui sont un autre groupe linguistique, vont s'opposer à cette annexion-là, mais ils sont très minoritaires. OK, ouais. Donc, quand la Russie va annexer la Crimée, évidemment, en Russie, ça va être extrêmement bien accueilli. Là. Donc, on parle de plus de 90% des Russes qui vont supporter cette annexion-là. Et en Crimée aussi, là, on parle quand même d'une grande majorité. Là. Donc, c'est sûr que c'est difficile d'avoir des données qui sont vraiment partiales, mais c'est une majorité. Là. Donc, on peut, au-dessus de 50% certainement, mais c'est ça. Donc, la Crimée est fonctionnelle depuis 2014. Il n'y a pas de guerre en Crimée. La guerre est vraiment dans les deux régions orange, Louhansk et Donetsk depuis 2014. Puis là, ce qu'on voit sur cette map-là, en fait, c'est comment ça a dégénéré en 2022. Donc, toutes les régions qui sont en espèce de kaki ici, ben, il y a des gens qui parlent russe. Donc, c'est des régions qui sont d'intérêt pour la Russie. Il y a des bases militaires, évidemment, qu'on va essayer de détruire, car Kharkiv, ici, c'est une très grosse ville ukrainienne, donc une grosse région densément peuplée. On a entendu pas mal parler dans les médias, d'ailleurs. Oui, exactement. Ben, Kharkiv, c'est quand même proche de la frontière russe. Là, donc, ça a été un objectif rapide de prendre cette ville-là. Là. C'est une très, très grande ville, le Kharkiv, là, pour l'Est de l'Ukraine. Donc, voilà. Donc, je pense que dans les renseignements qu'on entend aujourd'hui, on oublie que cette guerre-là, en fait, c'est des situations qu'on traîne depuis les années 90 et c'est surtout, ça a commencé comme une guerre civile. Puis là, je ne suis pas en train de minimiser l'impact que la Russie a en Ukraine. Évidemment, si la Russie s'en était pas mêlée, la guerre serait finie depuis longtemps parce que des milices, en fait, là, des milices non organisées de citoyens n'auraient pas pu résister à l'armée ukrainienne. Non, c'est clair. Mais c'est pas la Russie ici qui a décidé que le conflit commençait. Bon, certes, elle s'en est mêlée rapidement, mais on a eu quelques mois quand même de guerre civile au sein de l'Ukraine entre les russophones et les ukrainophones avant que la Russie s'en mêle. Il y a deux questions qui viennent de popper dans le chat. Towards qui demande si, dans le fond, en 2014, ce ne serait pas de l'opportunisme, en fait, de la part de la Russie. De l'opportunisme, ben oui,
Oui et non. La Crimée, oui, clairement. Donc, c'est sûr que d'avoir un nouveau pouvoir à Kiev qui arrive et qu'on sait qu'il est fondamentalement pro-européen, euh, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est intolérable en Russie. Et il y a un concept aussi en relations internationales, c'est que si on pense qu'un pays peut rejoindre une organisation comme par exemple l'Union européenne ou l'OTAN, ce qui est un projet annoncé de l'Ukraine dès les années 90, on ne peut pas rejoindre une organisation internationale si nos frontières sont contestées. Okay. Donc, par exemple, en envahissant la Crimée et en annexant la Crimée, nécessairement, ça crée une contestation des frontières. Donc, il y a quelques pays dans le monde qui sont alliés de la Russie qui vont reconnaître l'annexion de la Crimée. Évidemment, la grande majorité des pays ne reconnaissent pas l'annexion de la Crimée. Par contre, ça crée une situation où est-ce que les frontières de l'Ukraine sont disputées. Donc, le pays actuel ne peut pas rejoindre une organisation internationale tant que ce problème-là, cette situation-là n'est pas réglée. Donc, à court terme, c'est sûr que c'est une manière de bloquer le processus d'adhésion aux organisations internationales. Je vais mettre un bémol, par contre, l'Ukraine n'était pas en processus d'adhésion aux organisations internationales. Donc, la Russie, c'est sûr que la Russie voulait empêcher que ça arrive, mais ce n'était pas en train d'arriver. Donc, l'Ukraine, pour plusieurs raisons, notamment pour non-respect des droits de l'homme, pour aussi la corruption qui est endémique et qui s'envenime progressivement dans les années 2000. Donc, pour ces raisons-là, l'Ukraine ne peut pas rejoindre les organisations internationales. Et en envahissant la Crimée, la Russie s'assure que ce statut-là va être maintenu pendant un bon moment. Ça répond-tu à la question? Toi, tu nous le diras, parce qu'il y a quelques secondes de délai aussi, fait qu'ils ne nous entendent pas autant en direct que toi et moi, on s'entend. Le temps qu'ils écrivent le commentaire aussi, mais d'après moi, ça répond bien. Là. Mais tu sais, mettons, dans l'Est, au début, c'était pas prévu que la Russie s'en mêle. Elle s'en est mêlée quand l'armée ukrainienne a été déployée dans les régions de Donetsk et de Louhansk et que les milices russophones ont commencé à perdre du terrain et à perdre le contrôle sur leur propre territoire. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, la Russie s'est positionnée comme un défenseur des minorités russophones. Et c'est encore, en fait, la position qu'elle va adopter aujourd'hui. Donc, elle n'attaque pas, elle défend des populations russophones. Donc, c'est sa ligne, en fait, de pensée, c'est son cheval de bataille. On n'est pas là comme envahisseur, on est là comme défenseur des droits. C'est tel que tel, là. Mais c'est vrai, la partie qui est vraie, c'est qu'au départ, la Russie n'avait pas prévu envahir ces deux régions-là. Donc, ils servent un peu du support pro-russe et du prétexte de la langue et de la communauté culturelle pour dire c'est légitime, dans le fond, ce qu'on fait comme action. Oui, bien, c'est sûr que là encore, faut quand même tracer une ligne entre 2014 et 2022. Donc, entre 2014 et 2021, la Russie s'est assurée de maintenir un front. Donc, on a maintenu un conflit, mais c'était des zones qui étaient relatives, qui ont stagné là, pendant plusieurs années. Donc, il y avait une guerre, mais il y avait beaucoup. C'était pas actif. C'était rendu plus passif. Il y avait des cessez-le-feu qui étaient, on va dire, relativement respectés. Donc, il y avait encore des échanges de coups de feu. Il y avait un peu de guérilla, mais le front était assez stable. En 2022, là, on a réescaladé les tensions. Puis on s'est servi de justement de se positionner comme défenseur. C'est sûr qu'en 2022, ce n'est pas du tout valable. En 2014, on s'en est servi pour aller défendre des populations russophones. Encore là, selon le droit international, c'est limite. Mais la situation de 2014 et la situation de 2022, on ne peut pas se servir des mêmes arguments. Ils font, là. Mais je veux dire, c'est pas du tout la même situation. Là. On a d'autres questions également dans le chat. YouComics qui demande, mais ce n'était pas récent l'adoption de la langue russe comme langue officielle, genre début 2000? Il faudrait que je valide mes dates, mais il me semble que non. Il me semble que ça date vraiment des années 80. Hein? C'est plus loin que les années 2000. Ben, selon ce que moi j'ai comme information, ça daterait pas mal de l'indépendance de l'Ukraine. OK. Mais ça serait. Je ne gagerais pas ma paye là-dessus. Faudrait que j'aille valider. Là. OK, c'est bon. Mais non, il me semble qu'il y avait les deux langues officielles. Parce que le russe est encore considéré comme langue officielle dans beaucoup, beaucoup de pays qui étaient ex-soviétiques. Donc, ils ont des bonnes populations dans beaucoup de pays. Là, donc, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment le choix de garder le russe comme langue officielle. Puis l'ukrainien et le russe, c'est quand même très, 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 très proche. Là.
Donc, un Ouais, ben oui. Ukrainien et un Russe se parlent chacun dans leur langue et ils se comprennent. Non, c'est ça. Ben, je suis pas très versé dans l'alphabet cyrillique, puis vraiment dans la langue russe comme telle, là, mais pour avoir vu un peu, j'ai déjà vu des textes ukrainiens puis des textes russes comparés, puis c'est vrai, les deux, on dirait quasiment la même langue. Oui, oui, mais c'est le même alphabet, là, ça, C'est c'est en ça. partant, là, puis les mots se ressemblent énormément, là. Donc, il y a quelques variations, mais globalement, c'est à peu près la même langue, là. C'est-tu pareil pour les autres langues slaves, dans le fond, des autres pays de l'ex-Union soviétique? Non, C'est cette pas partout. proximité-là? Non, non, pas partout. C'est sûr que le biélorusse, oui, mais tu sais, il y a des, disons, la Roumanie, la Moldavie, OK. Le serbe, le croate, le bosniaque, oui, mais pas partout, là. OK. On a Monsieur Melly qui demande est-ce que c'est vrai que le désarmement nucléaire de l'Ukraine a mené à l'invasion par la Russie? C'est vraiment une question qui est intéressante. Je suis contente qu'on me la Que pose, quelqu'un la celle-là. pose, ouais. Oui, je suis vraiment contente. Bravo à toi, Monsieur Euh, Milik. mais ma réponse, c'est non. OK. Puis je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais prendre un petit peu mon temps. Dans le fond, euh, quand l'Union soviétique s'est désintégrée, je vais mettre ma map parce que c'est vraiment pratique à ce moment-là. Quand l'Union soviétique s'est désintégrée, l'Ukraine, c'est sûr qu'elle avait une excellente position, en fait, pour se rappeler, comme est collée sur l'Europe. Donc, il y avait beaucoup d'armes soviétiques qui étaient sur la frontière ici, Ukraine, avec les pays d'Europe. Donc, dans un point de vue, pour se défendre, en fait, d'un point de vue complètement défensif. Mhm. Donc, quand l'Union soviétique se désintègre, dans tous les pays que vous voyez en rouge, il y a des armes nucléaires qui doivent être rapatriées à Moscou. Il y a des pays qui le font rapidement et il y a des pays qui s'attardent un peu. Avec l'Ukraine, ça accroche plus. Donc, pour plusieurs raisons, mais l'Ukraine, ce n'est pas parce qu'elle aurait gardé les armes qu'elle aurait pu s'en servir. Donc, une arme nucléaire, ça prend du personnel pour s'en occuper, ça prend beaucoup de maintenance et ça prend de l'argent pour s'assurer qu'elle soit encore en fait, qu'elles soient encore up-to-date puis qu'on peut s'en servir. Sinon, ça devient plus un problème. Ça devient plus un hazard que d'autres choses. Donc, l'Ukraine voulait négocier, en fait, la sortie des armes soviétiques. Donc, elle ne voulait pas seulement les faire rapatrier à Moscou, mais elle n'aurait pas pu les garder et les faire fonctionner. Elle n'avait ni les moyens, ni les ressources, ni le matériel, ni le personnel pour entretenir ces armes-là. Donc, il y a un traité qui va être signé en 1994 qui s'appelle le Mémorandum de Budapest entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. Et c'est assez anecdotique. Donc, les États-Unis s'engagent en fait à protéger l'Ukraine contre une possible invasion russe en échange que l'Ukraine accepte de rapatrier les armes vers Moscou. Donc, les États-Unis voulaient que l'Ukraine se débarrasse de ses armes nucléaires pour ne pas créer d'autres puissances nucléaires. Donc, l'Union soviétique se divise en 15 pays. Les États-Unis et de manière générale, l'OTAN ne veut pas avoir 15 puissances nucléaires avec qui gérer. Donc, on s'entend que c'est la Russie qui va être l'héritière des armes soviétiques et de l'arsenal soviétique. Donc, on rapatrie toutes les armes en l'espace de quelques années vers Moscou. Donc, il y en a que c'est vraiment, vraiment rapide. Là. Donc, par exemple, le Caucase, donc la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Donc, on va les transporter vraiment très, très vite. Le Kazakhstan, ça va être un petit peu plus... on va négocier, mais ça n'accrochera pas. L'Ukraine, ça va accrocher un petit peu plus. Donc, c'est à partir de 1994 que l'on accepte de renvoyer les armes en Russie. Mais ça, c'est une situation, en fait, c'est pas parce que on peut pas voir une causalité directe en se disant si l'Ukraine avait gardé ses armes nucléaires, elle ne se serait pas faite attaquer par la Russie. La communauté internationale des années 90 ne voulait absolument pas que l'Ukraine conserve ces armes-là et l'Ukraine n'avait pas les moyens de conserver ces armes-là et la Russie tenait à ravoir les armes nucléaires qui ont été majoritairement détruites en fait. Donc même si elle avait gardé ces armes-là, les armes, elle n'aurait pas pu s'en servir aujourd'hui. Je dirais, ces armes-là auraient été un problème avant 2014, une situation à gérer avant qu'elle puisse potentiellement penser à s'en servir. Est-ce que ça répond à la question? On ne le sait pas, hein, mais
Je pense Ah, avoir répondu à la question. on va le savoir dans quelques secondes, mais d'après moi, oui. Non, tes réponses sont très complètes. Puis écoute, avant de procéder, il y a eu d'autres questions, là, mais avant de te les lire, j'ai plusieurs commentaires depuis tantôt là, qui te complimentent énormément. Là, fait que ça va être la phase lancer des fleurs à l'invité. Volt qui dit GG, c'est vraiment bien ce soir. Youcomics qui dit en tout cas, c'est passionnant. Merci à Sophie pour toutes ces informations. Levi G's qui dit bonsoir, je seconde Volt, une excellente vulgarisation de l'histoire récente dans cette partie du monde. Galgator qui vient d'écrire cool ton invité, je voulais en connaître plus sur ce sujet. Et Monsieur Mélic qui dit ça répond très bien à la question. Fait que tu fais une bonne job à date. Merci. Merci. Puis c'est vraiment intéressant. Moi-même, écoute, je bois tes paroles vraiment depuis tantôt parce que c'est vraiment un sujet que je connaissais pas beaucoup. Je veux dire, à part le séminaire de maîtrise qu'on a fait, toi et moi, en 2015, mis à part ça, j'ai pas trop réétudié ce sujet-là, puis c'est vraiment la seule base que j'ai. Puis en plus, ce sujet-là, justement, je suis content parce que depuis le début, depuis fin février, début mars, vu que je suis reconnu comme étant l'historien sur Twitch au Québec, les gens me demandaient énormément, Frank, quand est-ce que tu vas faire un live sur l'Ukraine? On a hâte d'en savoir plus. Là, à chaque fois, je me disais, ouais, je suis pas tellement expert de ce sujet-là, puis ça me demanderait beaucoup, beaucoup d'efforts de lecture, de documentation et tout, que j'ai pas forcément le temps. Mais là, j'ai comme fait, attends, je connais la personne toute désignée pour ça, fait que non, encore une fois, vraiment content que tu sois là. Ça fait Euh, plaisir. Puis merci beaucoup là, justement pour toutes ces infos-là, vraiment intéressantes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat, les amis. Là, on est vraiment un peu plus dans une formule, là, justement, questions-réponses. J'ai mes questions de mon côté, mais le but, vu qu'on est en live sur Twitch, c'est vraiment de vous donner la parole en premier. Donc, dès que vous avez une question, je bypass mes propres questions, puis je vous laisse vraiment prendre toute la place si vous voulez, les amis. Allez-y. Cette vitrine-là est vraiment pour vous aider à mieux comprendre ce conflit-là. Je vais juste retrouver le fil de mes questions. OK, la question de M. Melik était là. Ah, mais aux pensées. Les Américains n'avaient pas promis aux Russes de ne pas annexer les anciens États de l'URSS dans l'OTAN quand l'URSS a été dissoute. Point d'interrogation. Ils ont brisé cette promesse avec beaucoup d'autres États qui étaient dans l'URSS depuis. Non, il y a jamais eu. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent. Il n'y a jamais eu de signature entre l'OTAN et la Russie comme quoi l'OTAN ne s'étendrait pas. Donc, il y a eu des ententes comme quoi l'OTAN ne le ferait pas right away au début des années 90. Mais quand on lit la littérature américaine, en fait, dès Bush senior, on a de la littérature pour soutenir que l'OTAN serait progressive, en fait, serait étendue aux républiques ou vers l'Europe de l'Est. Donc, c'est sûr qu'au début, on ne pensait pas nécessairement aux républiques soviétiques, mais on pensait à l'Europe de l'Est. Puis, quand on regarde aujourd'hui, je vais remettre ma map, quand on regarde aujourd'hui les républiques soviétiques qui font partie de l'OTAN, il n'y en a presque pas. Donc, l'Union soviétique, bon, c'est ça ici. En gris, ici, on a la Pologne. Ensuite, on va avoir, oups, mon curseur, on va avoir la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie. Donc, l'OTAN va s'étendre ici sur les pays en gris qui faisaient partie du pacte de Varsovie, mais qui ne faisaient pas partie de l'Union soviétique. Donc, la première fois que l'OTAN va vraiment s'étendre dans l'espace post-soviétique, c'est au début des années 2000 avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Mais il n'y a pas eu d'entente formelle et la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'entente, notamment, c'est que la Russie des années 90 n'était absolument pas en mesure de défendre ses intérêts-là. Donc, la Russie, dans les années 90, se remet, elle aussi, de la désintégration de l'Union soviétique. Donc, il y a des pourparlers. On se demande si l'OTAN va survivre aux années 90 parce que l'OTAN, c'est une organisation militaire qui a été créée pour contenir l'Union soviétique. Puis on se retrouve avec une Union soviétique désintégrée, donc une OTAN qui n'a plus d'ennemis. Donc, on essaie de repenser l'OTAN. Et une manière de la repenser, l'OTAN, en fait, c'est de la positionner un peu comme une organisation économique, mais un peu comme les États-Unis se sont positionnés après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on va se positionner comme pourvoyeur de ressources et de moyens et d'aide financière, d'aide matérielle et d'aide, envoyer du personnel qualifié pour essayer de reconstruire l'Europe, pour aider les pays à se reconstruire. Mais majoritairement, ils vont quand même rester dans les pays qui faisaient les pays en gris ici, donc des pays qui font partie du pacte de Varsovie, qui étaient dans le bloc de l'Est, mais qui ne faisaient pas partie des structures de l'Union soviétique.
Mais voilà, donc non, c'est un mythe, mais ça ne part pas de rien, là, en fait. Là. C'est sûr que la Russie ne s'attendait pas à ce que l'OTAN, en fait, prenne autant d'expansion dans les années 90, mais ça a quand même été long avant que l'OTAN signe des nouveaux partenariats. Là. Donc, le premier a été signé en 97 pour une adhésion un petit peu plus tard. Donc, ça a pris quand même plusieurs années. Puis la Russie, à ce moment-là, n'était pas en mesure de contester ça. C'est sûr que l'OTAN étant une organisation militaire, d'ailleurs, j'ai une carte de l'OTAN. Ça, c'est une carte de l'OTAN. Donc, vous voyez les pays en bleu. Ici, c'est les pays de l'ex-Union soviétique. Puis ici, on voit en fait là, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie. Donc, ça, c'est des pays qui vont faire partie de l'OTAN, mais qui n'ont jamais fait partie de l'Union soviétique. Et les 3 républiques baltes ici qui faisaient partie de l'Union soviétique. Donc, il n'y a pas eu de traité, il y avait une entente cordiale quelconque, mais il n'y a jamais eu de promesses qui ont été faites. Par contre, c'est sûr que pour la Russie, cette promesse-là existe. Pour les États-Unis, pour l'Occident, pour l'OTAN, cette promesse-là n'existe pas. Donc, c'est sûr qu'il y a un problème de communication de ce côté-là, si on peut parler comme ça. Mais en tant que tel, comme organisation internationale, l'OTAN ne doit rien à la Russie, malheureusement. Donc, mais c'est sûr qu'il y a un débat quand même là-dessus. Là. Donc, est-ce que si l'OTAN ne s'était pas étendue autant, est-ce qu'on en serait rendu là aujourd'hui? On ne le saura jamais, évidemment. Mais il y a de la littérature là-dessus. Donc, c'est une question qu'on se pose dès les années 90. Donc, avant même de penser à étendre l'OTAN, on se demande si c'est faisable ou si on va aliéner la Russie. Évidemment, il y a des gens des deux côtés qui disent non, c'est correct, on a fini la guerre froide. Il y en a d'autres qui disent non, t'as peu, c'est pas si simple que ça. Donc voilà. Mais de manière générale, si on parle de l'expansion de l'Union européenne, qui est quand même une organisation internationale occidentale, c'est beaucoup mieux perçu ou beaucoup moins pire, devrais-je dire, que l'expansion de l'OTAN. Donc l'OTAN, ça reste une organisation militaire, c'est beaucoup plus offensif que, par exemple, va l'être l'Union européenne, qui est une organisation sociale, économique et politique. Exact. Donc, moins de pression. En fait, pas du tout de pression, là, évidemment, au niveau militaire. J'essaie de rattraper un peu les questions. J'ai vu qu'il y en a d'autres qui avaient popé. OK. Il me semble que je t'ai rendu là. OK. Oui, Galgator qui demande bonjour Sophie, à quoi ressemblait l'économie de l'Ukraine avant cette guerre? OK. L'économie de l'Ukraine avant la guerre, j'en ai parlé un petit peu. Là. Donc, c'est sûr que dans les années 2000, l'économie de l'Ukraine n'allait pas bien et s'envenimait progressivement. Donc, même après la première révolution en 2004, il y a juste, en fait, quand l'Ukraine a essayé de se distancer pour la première fois de la Russie a mis toute la pression qu'elle pouvait mettre pour être sûre d'handicaper le plus possible l'économie ukrainienne. Donc, première chose à noter, c'est justement que l'économie ukrainienne est majoritairement contrôlée ou le plus possible contrôlée par des oligarques russes, par Moscou carrément, donc des entreprises d'État qui ont acheté des parts d'entreprises ukrainiennes, ou par des oligarques russophones ukrainiens qui étaient dans l'est de l'Ukraine, donc dans des régions qui sont présentement en guerre. Donc, ça n'allait pas bien. Et après la première révolution, il y a une corruption qui est de plus en plus grande. Donc, la situation ne s'améliore pas. Et en plus, la Russie fait pression pour qu'on rembourse des dettes. L'Ukraine, avant la guerre, n'est pas un pays solvable selon le FMI et la Banque mondiale. Donc, on arrête de faire des prêts à l'Ukraine parce qu'elle n'est pas capable de s'engager à respecter des conditions, par exemple, comme les droits de l'homme, qui sont des conditions de base des organisations internationales pour accorder un prêt à un pays. Donc, ces organisations-là ne font plus de prêts à l'Ukraine, notamment pour ces raisons-là. Donc, la seule source de revenus pour l'Ukraine, c'est potentiellement la Russie qui signe des gros chèques sans demander rien en retour, sauf des parts de leur économie, dans le fond, mais qui ne demandent pas de compte à rendre d'un point de vue politique, d'un point de vue social, quand on parle des droits de l'homme. Donc, l'économie ukrainienne est dépendante de l'économie russe. Elle n'est plus solvable et c'est un système qui est fondamentalement corrompu. Et ça va prendre encore... En fait, le système en Ukraine, c'est un peu moins pire, mais ça reste que c'est un pays qui est fondamentalement... On a un gros système corrompu et on a 30 ans de corruption à défaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Exact. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en un terme de président. Donc, c'est sûr que peut-être la guerre va avoir fait bouger les choses, puis peut-être qu'on va être en mesure, en fait, de changer le système un petit peu plus rapidement en Ukraine,
mais ça reste que là, l'Ukraine va avoir des milliards de dollars de dettes de matériel militaire, va avoir besoin d'aide financière internationale et peut-être que là, justement, on va être un petit peu plus permissif sur nos prêts qu'on va lui accorder parce qu'on sait qu'elle en a vraiment besoin. Puis, on va peut-être fermer un petit peu plus les yeux sur les droits de l'homme et les équités, la corruption comme ça. Mais tu sais, les prêts qu'on faisait à l'Ukraine, il y en avait énormément qui se perdaient dans des poches de gens qui, en fait, qui déviaient cet argent-là et qui s'en servaient, en fait, à des fins personnelles. Donc, l'économie de l'Ukraine n'a jamais été flamboyante depuis sa séparation de la Russie et de l'Union soviétique, depuis la désintégration de l'Union soviétique. Et la Russie s'est assurée que l'économie de l'Ukraine reste dépendante, en fait, de son propre système et fondamentalement inefficace. Réponse très complète, encore une fois. D'ailleurs, justement, il y a Méo Pensée qui dit merci beaucoup pour la réponse très complète. Donc, Merci. ouais, vraiment, je pense, comme je te disais tantôt, tu fais une bonne job. Merci. Justement, tu parles de corruption en Ukraine, puis je me demandais par rapport à la carte que tu as montrée tantôt, on voit que les régions plutôt pro-russes sont vraiment plus dans l'est de l'Ukraine, puis ben, géographiquement, évidemment, c'est vraiment les plus proches de la Russie, donc ça a quand même du sens à ce niveau-là. Mais je me demandais, quand on parle de corruption en Ukraine, on présume que justement la corruption est beaucoup plus justement vers les Russes. Mais j'étais curieux de savoir, en fait, si au niveau de la corruption, il pouvait y en avoir un peu plus de la part de gens qui voulaient peut-être un peu plus se rapprocher de l'Union européenne, ou si c'était vraiment, quand on parle de corruption, c'est vraiment plus comme au niveau du support vers le gouvernement russe, en fait. Non, en fait, quand je parle de corruption, je veux dire de la corruption vraiment qui est endémique dans tous Mhm. les paliers de gouvernement. OK. Donc, même le gouvernement à Kiev, en fait, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde en Ukraine qui sont russophones, qui ne sont pas juste confinés dans les régions que je vous ai montrées en rouge. Là, évidemment, on ne peut pas mettre des points rouges et verts partout, mais il y a beaucoup de russophones qui vont habiter à Kiev, ou tu sais, par exemple, des députés qui vont justement provenir de régions russophones ou peu importe, de plein de places. Qui vont déménager à Kiev, qui vont travailler à Kiev, mais qui vont profiter en fait des pots de vin, qui vont profiter de la corruption, qui vont profiter du système. Et plus l'argent descend dans l'échelle, moins il en reste en fait. Donc, c'est pas juste des Russes. Donc, c'est vraiment une corruption c'est pas juste des russophones. Là. Donc, c'est vraiment une corruption qui est endémique. OK. Et évidemment, c'est sûr que moi, je n'ai pas de données précises là-dessus parce qu'il n'y en a pas. C'est une économie qui est complètement parallèle, c'est un système qui est complètement parallèle, mais il y a des accusations, il y a eu des meurtres aussi là, du journaliste en Ukraine, tout ça dans les années 90, début des années 2000. Donc, les scandales à la russe qu'on connaît, il y en a aussi en Ukraine dans les années 90, début 2000. Donc, ce n'est pas uniquement réservé à la Russie dans le monde post-soviétique. Et money talks. Donc, c'est sûr qu'il y en a des Ukrainiens qui, peut-être, leur conscience sociale n'est pas nécessairement à la bonne place quand on leur met entre les mains un très gros chèque. Donc, c'est sûr que je ne peux pas vous fournir du data très précis là-dessus, mais si on regarde, par exemple, les destitutions qui se sont faites en 2014, à la fin de 2013, en fait, pendant le Maïdan, on voit les politiciens qui vont fuir progressivement à Kiev. C'est difficile de retracer tout le monde, là, mais on a quand même des données qu'on peut aller rechercher dans les journaux. Dans les journaux, on peut faire un beau puzzle de tout ça. Donc, il n'y a pas juste des russophones ukrainiens, là, il y a des Ukrainiens ukrainiophones aussi là, qui sont dans cette corruption-là. Là. Donc, c'est un système qui est bien établi au sein du gouvernement. Par rapport aux deux langues officielles, est-ce que c'est vraiment commun à tous les pays de l'ancienne Union soviétique d'avoir vraiment deux langues officielles, soit la langue russe et la langue locale du pays? Il me semble que oui, dans les années 90. OK. Mais là, ils sont 15. Fait qu'il faudrait que je valide, mais il me semble que oui. OK. Mais peut-être que là, ça a changé. OK. Ça, c'est possible. Mais au début, oui, partout, il me semble. OK, ouais, c'est ça. J'étais curieux de voir un peu si c'était un peu la même tendance là, dans les autres pays qu'en Ukraine. Je m'en doutais que oui, parce que bon, ils ont quand même été longtemps dans le régime soviétique. Donc forcément, ça venait un peu aussi avec la langue là, qui s'intègre dans la culture. Puis bon, les pays slaves, on s'entend, ont tout un peu une certaine proximité culturelle quand même entre eux. Puis justement, parlant de culture, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est on entend souvent dans les médias que l'Ukraine, c'est le berceau de la culture russe. Souvent, ça passe énormément dans les médias, puis j'étais curieux de t'entendre par rapport à cette affirmation-là, jusqu'à quel point c'est vrai ou pas, puis peut-être un peu les nuances là-dessus.
Là, on va remonter à l'époque du Moyen Âge, fait que c'est sûr que c'est un petit peu moins ma période, mais en fait, Kiev se développe plus rapidement comme, en fait, dans le monde slave que va se développer Moscou ou Saint-Pétersbourg. Donc, oui, on va avoir un développement sur le territoire qu'aujourd'hui on reconnaît comme ukrainien, qui va être un petit peu plus précoce peut-être qu'en Russie, mais je ne pourrais pas m'avancer plus que ça parce que vraiment le Moyen Âge et les royaumes slaves, c'est un peu moins... Ouais, c'est moins TH un peu. c'est ça, exactement. Si on commence dans le coin de 1900, ça va mieux, là, mais avant ça, c'est un peu flou tout ça. Mais c'est sûr que les régions, Kiev va rester à peu près, va rester Kiev dans la même région. Mais les frontières vont bouger énormément là, si on parle de quasiment 1000 ans, en fait. Là. Il s'en passe des choses dans Milan quand même. Ouais, quand même. Ouais, c'est souvent l'idée reçue justement sur le Moyen Âge parce que souvent le commun des mortels vont entendre parler, ah oui, l'époque médiévale, le Moyen Âge, puis souvent ils pensent que justement les Vikings, les Templiers, puis les grandes explorations se sont toutes côtoyées quasiment dans dans le même gap, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup quand même de siècles qui les séparent. Ouais. Mais oui, justement, par rapport aux Vikings, parce que de mon côté, ben, je fais de la reconstitution viking depuis quelques années. Puis je sais qu'effectivement, au niveau de Kiev, ben, c'était une des deux principautés qui étaient nées. Beaucoup d'un peuple qui est un peu flou dans les sources. Là, on ne sait pas trop exactement de où ils proviennent. Mais il y avait les Ross, qui étaient comme une espèce de peuple de cette époque-là, qui s'était probablement mélangé culturellement avec les Varegs. Donc, les Suédois, dans le fond, là, qui sont venus faire des expéditions vikings, finalement, dans ces pays-là. Puis de là seraient nées un peu les principautés de Kiev et Novgorod. Puis il y aurait eu un peu ce développement-là à partir de ce moment-là. Fait qu'à la rigueur, je peux comprendre que les Russes le voient un peu comme une espèce de berceau culturel, mais dans ma tête, c'est très, très, très étendu là, quand même. C'est un lien qu'on va quand même creuser loin un peu. Oui, c'est ça. Oui, mais dans une certaine mesure, je ne suis pas certaine qu'on peut considérer que Kiev médiéval va avoir Ouais, des impacts sur Moscou contemporaine. non, c'est ça, exact. Je peux pas m'avancer sur un lien de causalité qui est direct. Là. Non, c'est ça. Puis je me posais des questions aussi par rapport, je t'entendais parler tantôt des armées ukrainiennes, des armées russes. Puis ça, de mémoire, j'ai pas fait de recherche exhaustive, mais j'ai pas vu ça beaucoup comme information dans les médias jusqu'à quel point les armées ukrainiennes et russes étaient bien développées. Entre les deux, c'est laquelle qui est le mieux organisée, le mieux équipée? Est-ce que c'est un peu plus du côté de l'Ukraine, un peu plus de la Russie, ou peut-être un peu des deux? Si on parle des armées contemporaines, c'est sûr Ouais, que la Russie, tout dépendant quels indicateurs on regarde, la Russie, c'est soit la deuxième ou la troisième armée la plus puissante au monde. OK. Donc, la première étant incontestablement les États-Unis, évidemment. La deuxième et la troisième, ça va être la Chine ou la Russie. Donc, tout dépendant, encore là, il y a des indicateurs qui vont dire que c'est la Chine qui a une armée la plus puissante, d'autres qui vont dire que c'est la Russie. Je dirais qu'avec ce qu'on vient de voir en Ukraine, peut-être qu'on surestimait un petit peu la puissance de l'armée russe, quoique, évidemment, c'est une puissance nucléaire. Là, donc, c'est sûr que si on calcule juste les armes nucléaires, la Russie est extrêmement puissante, mais c'est une arme qu'on ne se sert pas dans une guerre conventionnelle. Donc, si on parle de personnel, de matériel militaire, et surtout, en fait, la qualité du matériel militaire. Donc, on voit qu'il y a des limites présentement. Là. Donc, on pensait que l'armée russe, c'était la même armée qui est partie de Moscou, de Stalingrad et qui a roulé jusqu'à Berlin pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais visiblement, présentement, l'armée russe a de la misère à s'opposer à l'armée ukrainienne qui fait une technique de guérilla. Là. Donc, c'est sûr que l'armée russe n'est pas formée pour ça, ne s'attendait potentiellement pas à ça aussi. L'armée ukrainienne, en 2014, n'allait absolument pas bien. Et dans les premières heures des frappes de 2022, la Russie a pu détruire complètement ou presque l'aviation et la marine. Donc, c'est sûr que l'armée ukrainienne n'est pas en mesure de, si on prend 100% de la force versus 100% de la force russe, c'est sûr qu'il n'y a pas d'équivalence, mais la Russie n'a pas mobilisé 100% de sa force. Donc, si on voyait 100% de la force russe, c'est sûr que l'Ukraine probablement se ferait raser, mais encore là, c'est difficile de le dire. L'Ukraine, par contre, depuis 2014, va avoir bénéficié d'aide occidentale, donc sous forme de matériel militaire, sous forme de formation aussi. Donc, les armées américaines, britanniques, françaises, canadiennes
était en Ukraine depuis plusieurs années pour aider justement à la formation du personnel militaire ukrainien, pour essayer d'aider à la formation et à la spécialisation de certains secteurs de l'armée et à la modernisation aussi du matériel militaire. Donc, la Russie va être un petit peu plus isolée, va faire ses propres choses pour sa propre armée, sa propre gestion. L'Ukraine va avoir beaucoup d'aide occidentale, mais à force, si on mobilise 100% de la force de la Russie, c'est sûr que c'est largement supérieur à la force ukrainienne, mais présentement, ce n'est pas ce qu'on voit. Puis, je ne suis pas sûre que c'est un objectif de Moscou aussi de mobiliser 100% de sa force non plus. La Russie, c'est un pays de 14 millions de kilomètres carrés, 17 millions de kilomètres carrés. Il y a 6 emplacements avec des bases navales. Il y en a dans le Pacifique, dans la Baltique, dans l'Arctique, dans la mer Noire. Il y en a un petit peu partout. Là. Donc, de mobiliser cette force-là puis de l'envoyer toute sur le théâtre ukrainien, ça va être difficile. Oui, effectivement, ça risque de demander quand même beaucoup de temps, d'efforts, de ressources, d'argent à la Russie dans laquelle il ne va peut-être pas s'embarquer, effectivement, comme tu dis. J'essaie d'avoir un peu le fil. Il y a d'autres questions qui se sont ajoutées pendant ce temps-là. C'est ça que je te disais un peu avant le début du podcast. Hein. C'est un sujet là, qui intéresse quand même pas mal la communauté. Puis je suis bien content de voir vos questions là, justement dans le chat. Méo Pensée qui demande est-ce que la situation pré-guerre de l'Ukraine est unique ou si d'autres pays de l'ex-URSS sont dans une situation similaire? C'est vraiment intéressant comme question. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer exactement deux situations, mais ce qu'on voit en Ukraine, c'est, je ne dirais pas que c'est complètement unique parce qu'on a vu des situations similaires à différents degrés, mais se produire en Moldavie et en Géorgie. Et je dirais que le cas de la Géorgie est beaucoup plus proche de celui de l'Ukraine. Donc, on fait ça rapidement, mais la Géorgie, je vais ressortir ma map parce que c'est vraiment pratique. La Géorgie, pardon. Donc, la Géorgie, c'est le pays qui est ici. Et il y a des russophones, en fait, en Géorgie aussi, un peu partout, comme un peu partout dans le pays de l'ex-Union soviétique. Et il y a deux territoires en Géorgie où est-ce que les russophones se sont un peu soulevés aussi contre l'administration et ont été réprimés par le gouvernement central. Donc, ces deux régions-là en Géorgie s'appellent l'Ossétie et l'Abkhazie. Donc, c'est des régions où est-ce que il y a eu en fait des soulèvements de population dans les années 90 et au début des années 2000 et une escalade qui s'est faite en 2008. Et c'est intéressant parce que j'ai écrit en fait un article là-dessus il y a quelques semaines. Ce que la Russie a fait en Géorgie, c'est que quand l'armée géorgienne est rentrée dans les républiques ossètes et abkhazes, comme un peu l'Ukraine a fait après les soulèvements à Donetsk et à Louhansk, l'armée russe est venue supporter ces républiques-là. Et ce qu'elle a fait, c'est que l'armée russe a poussé en dehors des républiques, est allée détruire toutes les bases militaires, l'aviation et la marine géorgienne, et a progressivement reculé après ça, donc après une couple de mois, a reculé, donc est revenu dans ses territoires en Abkhazie et en Ossétie. Et c'est sûr que l'Ukraine, c'est encore en mouvement aujourd'hui, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit. Donc, l'Ukraine, la Russie est à Donetsk et à Louhansk, ici en orange, depuis 2014. Et là, elle a poussé vers plusieurs régions. Elle a détruit des bases militaires, la marine et l'aviation, en fait, sur toutes les bases auxquelles elle avait accès. Et là, il y a eu une annonce cette semaine que progressivement, la Russie allait se retirer et se concentrer sur la sécurité de Louhansk et de Donetsk. Donc, je ne peux pas dire que la situation est pareille, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de similarités avec la Géorgie, où est-ce qu'on peut probablement s'attendre à ce que la Russie veuille atteindre au moins les mêmes objectifs. Donc, destruction à long terme des capacités militaires du pays. Ça va prendre plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années à reconstruire ces capacités-là, mais aussi en détruisant une partie de l'économie. C'est sûr qu'en Ukraine, c'est pire qu'en Géorgie, mais en détruisant l'économie, on s'assure pour une période relativement plus ou moins longue, c'est difficile de prévoir, là, mais que
ce pays-là ne pourra pas rejoindre les organisations internationales. Donc, la Géorgie aussi voulait rejoindre l'OTAN, l'Union européenne. C'est sûr que la Géorgie n'a pas la même situation que l'Ukraine, là, donc c'est plus loin de l'Union européenne, c'est plus loin de l'OTAN. Mais aussitôt que la Géorgie a voulu faire un move vers l'ouest, la Russie, elle, a fait un move militaire en Géorgie pour essayer de réduire ces espoirs-là le plus possible. Ça a fonctionné en Géorgie parce que depuis 2008, la situation n'a pas bougé en Géorgie. Donc, la Géorgie n'est pas plus proche de faire partie de l'OTAN qu'elle l'était en 2008. Donc, peut-être que c'est un scénario qui est envisageable pour l'Ukraine aussi. Ça va être à voir. Je n'ai pas de boule de cristal, là, mais c'est sûr qu'on semble vouloir atteindre au moins les mêmes objectifs. Donc, est-ce que la situation en Ukraine est unique? Je dirais dans son ampleur et dans son envergure actuelle, oui. Dans les motifs, dans les motivations, dans les justifications, non, on a déjà vu ce genre de justification-là en Géorgie et dans une moindre mesure en Moldavie ici. Donc, il y a une région de la Moldavie qui s'appelle la Transnistrie, qui est aussi une région contestée avec une base militaire russe. Voilà. Vraiment intéressant. Écoute, c'est... j'avais une question, je l'ai perdue. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on voit un peu, finalement, la tendance un peu qui se dessine, sans dire, effectivement, comme tu dis, que c'est différent, que c'est pareil, en fait, parce qu'évidemment, d'un pays à l'autre, c'est différent, il y a des contextes différents, des motivations et tout. Mais est-ce qu'on peut dire un peu que, finalement, il y a un peu le même modus operandi, c'est-à-dire comme tu dis, d'occuper les frontières pour vraiment les empêcher d'aller rejoindre l'Ouest, d'user, justement, leur capacité militaire, d'user leur capacité économique. C'est plus comme une guerre d'usure à long terme avec des petites offensives, là, si on veut. Bien, dans l'espace post-soviétique, on appelle ça des conflits gelés. Donc, on crée des tensions, puis on crée des poches, en fait, de régions comme ça, qui se déclarent autonomes, qui se déclarent souveraines, indépendantes, et ça crée des problèmes, évidemment, là, donc pour les pays. Là. Donc, on conteste l'indépendance, on conteste la souveraineté de la Géorgie, de la Moldavie et présentement de l'Ukraine, en fait, depuis 2014. C'est sûr que les situations sont toutes différentes. L'Ukraine, pour son envergure, est différente des autres parce que, évidemment, l'Ukraine, c'est 600 000 km². Donc, c'est sûr qu'une opération militaire d'envergure en Ukraine versus la Moldavie, c'est pas du tout la même chose. La Géorgie non plus. Là. Donc, c'est des pays qui sont beaucoup plus petits. C'est pas les mêmes forces, c'est pas la même démographie, pas la même armée non plus. Donc, il y a certainement des parallèles à faire. On peut pas, par exemple, dire que la situation est exactement la même, mais oui, il y a des parallèles qui sont intéressants. Puis on semble vouloir quand même atteindre certains objectifs qui ne sont pas nouveaux. Donc, qu'on a vu ailleurs avec les mêmes motivations, là, mais aussi relativement des offensives qui vont avoir des similitudes. Ça répond à la question. Vraiment intéressant, oui, ça répond totalement. Galgator qui dit merci Sophie pour ta réponse détaillée, très intéressant, je connaissais pas ce volet, donc je pense que tu vas en instruire plus d'un là, justement ce soir, ça va aider beaucoup de monde à mieux comprendre ce conflit-là. Peut-être d'une certaine manière aussi enlever un peu, parce qu'en ce moment on parle beaucoup d'une tendance un peu anxiogène dans les nouvelles par rapport au conflit, à son escalade et tout. Dans mon entourage, que ce soit sur Twitch ou dans les autres sphères de ma vie, j'entends ça énormément. Fait que je pense que de mieux comprendre un peu les sources puis comment évolue ce conflit-là. C'est pas forcément que c'est moins inquiétant parce qu'il y a quand même des développements inquiétants que ce conflit-là peut prendre d'une certaine façon. Mais ça aide un peu à peut-être un peu diminuer l'anxiété de mieux saisir un peu ce qui se passe, je pense. Fait que merci à toi de contribuer à ça, justement. Oui, mais je pense que c'est sûr que la guerre en Ukraine, c'est une situation qui dure depuis 8 ans. Nous, ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on s'y intéresse et que c'est partout dans nos médias. Mais c'est une situation qui est extrêmement complexe. Il n'y a rien de simple dans cette situation-là. Et toutes les possibilités qui existent à partir de maintenant, en fait, pour soit régler ce conflit-là ou l'envenimer, il n'y a aucune avenue qui va être simple non plus. Donc, on a entendu, est-ce que c'est une 3e guerre mondiale? Est-ce que la Russie va utiliser l'arme nucléaire? C'est sûr que 3e guerre mondiale, présentement, on est dans quelques centaines de kilomètres en Ukraine. On voit déjà les limites de l'offensive russe. Donc, l'Ukraine, c'est 600 000 kilomètres.
ouais, c'est ça, 600 000 km² à conquérir avant de penser déborder ailleurs. On n'a pas nécessairement les moyens de le faire. Je sais que des fois, c'est un peu alarmant de se dire, est-ce que la Pologne est la prochaine étape? La Pologne, c'est loin encore. Là. On a plusieurs centaines de kilomètres à parcourir avant de pouvoir penser à la Pologne. Et la Pologne est membre de l'OTAN. Donc, toucher à la Pologne, c'est déclarer une guerre au moins continentale. Puis les États-Unis s'en mêlent. Je veux dire, même si la Russie a une bonne armée, elle ne peut pas se permettre de s'opposer aux États-Unis. Là, ça n'a pas rapport. Puis les armes nucléaires aussi, c'est sûr que c'est extrêmement stressant, c'est extrêmement anxiogène parce qu'on se dit est-ce qu'on va s'en servir? Mais la logique et l'histoire sont de notre côté, de ce côté-là, parce que c'est sûr que l'arme nucléaire, la première utilisation, c'est le 6 août 1945 à Hiroshima. Ouais. Et la dernière utilisation, c'est le 9 août 1945 à Nagasaki. Voilà. Donc, pendant toute la guerre froide, on a réussi à ne pas se servir de l'arme nucléaire. Puis il y a des moments de la guerre froide que ça brassait beaucoup plus que ça brasse là. Je veux dire, si on repense à Cuba en 1962... Oui, la crise des missiles de Cuba. Oui, exactement. Ou, on pense juste à l'Afghanistan où est-ce qu'il y a eu une invasion, puis, je veux dire, les États-Unis avaient beaucoup plus peur d'une invasion qui aurait pu, par exemple, s'étendre dans le Golfe Persique. Puis il y avait déjà une crise en Iran à ce moment-là, la crise des otages. Donc je veux dire, pendant toute la guerre froide, on a réussi à ne pas se servir des armes nucléaires. Donc, on va espérer encore que les pays voient que ce n'est pas nécessaire et comprennent que cette arme-là entraîne une destruction. Puis, il n'y a pas de way back là, quand on utilise l'arme nucléaire. Là. Puis, c'est pour cette raison-là, en fait, qu'on ne l'a pas utilisée pendant la guerre froide et depuis plus de 70 ans. C'est parce qu'on le sait qu'on a créé une arme dont on craint la puissance. Donc, on a créé la première arme qu'on ne veut pas se servir. Donc, c'est sûr que c'est anxiogène et c'est sûr aussi que d'avoir une couverture médiatique 24 heures sur 24, des réseaux sociaux, on voit des vidéos non-stop sur toutes nos plateformes. C'est sûr que ça crée un climat de peur et plus on se renseigne là-dessus, plus ça peut devenir alarmant rapidement. Par contre, écoute, moi, ça fait 8 ans que je suis le conflit. Je ne vois pas comment ça pourrait encore plus dégénérer ou encore plus s'étendre que ce qu'on voit actuellement. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Diablement Historique. Si vous souhaitez en savoir plus et avoir un peu plus de contenu, vous pouvez me suivre sur twitch.tv/hell_frank et également écouter mes autres épisodes de podcast sur Balado Québec et Spotify.